Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio le plus de la capitale avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde, bonjour Falan. Tu as lancé le live? Oui. Non, lance. Il est lancé. Tu t'en sors? Mais il va s'arrêter bientôt. Pourquoi ça va s'arrêter? Il y a un problème de charge, ouais, ça va. Oui, Mosley. On vit dans un pays de coupure. Non, c'est faux. Il ne faut pas accuser là. Tu n'as pas chargé ton téléphone. Donc, alors, tu as un invité ce matin? Oui, j'ai un invité ce matin. Monsieur? Monsieur Patrick Karim Eyoredzan, qui est pressenti pour occuper le poste de sénateur de la commune de Bitam et qui est membre de l'Union démocratique des bâtisseurs. Donc, c'est lui que nous recevons ce matin, histoire de parler avec lui de l'actualité du moment, notamment les élections législatives et locales, mais également des sénatoriales, du processus électoral en général, mais également aborder, puisqu'il a été ministre il n'y a pas longtemps, ministre de l'énergie et de l'eau, des questions en rapport avec une sortie qu'il a fait dernièrement préconisant un certain nombre de solutions pour pouvoir enrayer un tout petit peu ou un tant soit peu la question des délestages à Libreville. Mais en tant que parent d'élève, nous allons également discuter avec lui de tout ce qui est en rapport avec les violences en milieu scolaire. D'accord, monsieur Yogo, bonjour. Bonjour. Rapprochez le micro légèrement de vous, s'il vous plaît. Merci. Peut-on dire que vous êtes un malin politique ou un génie politique? Pourquoi j'ai fait quoi encore? Ah ouais, parce que ces dernières années, il y a eu beaucoup de choses sur vous en termes de politique. L'éligibilité qui a failli tomber sur vous. C'était tombé. Oui. Ah bon, c'était finalement tombé. Ouais. Vous avez réussi à revenir dans le monde politique et vous revenez par la grande porte en rentrant sénateur, vous gagnez les élections, vous êtes parti au pouvoir. C'est du génie ou bien c'est de... Non, c'est la politique, c'est un long chemin, je l'ai toujours dit. Et il faut s'accrocher, c'est de la persévérance, c'est un sacerdoce. Donc, il y a des hauts, des bas, ça monte, c'est comme une colline. Des fois, vous êtes en haut, des fois, vous êtes en bas. Mais si jamais vous êtes un tant soit peu altruiste et que vous êtes dans votre esprit, vous êtes quelqu'un qui est ouvert aux autres, à ce moment-là, vous aimez la politique et vous la faites et vous marchez. La politique, comme on l'a fait au Gabon, est-ce qu'elle vous correspond? Pas forcément, justement. C'est pour ça que j'ai également aussi beaucoup d'inimitié en politique, puisque je la fais peut-être différemment. Donc, j'évite de me prendre trop au sérieux aussi sur certaines choses. Je crois qu'il faut rester simple, humble, proche des populations, et c'est ce qui fait un peu parfois ma force, mais qui fait aussi ma détestation dans certains milieux. On vous attendait aux élections législatives, vous êtes allé au local. Pourquoi? Vous savez, je suis rentré dans un parti et je ne cache pas que j'ai postulé pour essayer d'être député, mais le choix pour moi a été fait pour le Sénat, donc je l'accepte simplement. Je crois que c'est un peu la même chose. Le mode de scrutin est peut-être différent, mais que ce soit la chambre basse ou la chambre haute, en fait, les prérogatives sont quasiment les mêmes. Voilà. Donc moi, ça ne me dérange pas, c'est très bien, c'est une très bonne chose. C'est une expérience de plus aussi. Pourquoi vous aurez voulu être député? Bon, au départ, j'ai été député. Ça m'a laissé un goût amer, tout simplement parce que j'ai fait 24 mois. Et à l'époque, la population de Bitam m'avait dit que tu feras ton mandat. Donc, c'était un peu dans cet état d'esprit que je pensais pouvoir revenir sur cette scène politique par le biais des législatives. Mais bon, ça ne me dérange pas du tout. Les 27 septembre et 11 octobre, on a organisé des élections locales et législatives, notamment les premiers et seconds tours dans notre pays. Quelle appréciation faites-vous du processus? Bon, le processus électoral au Gabon est toujours à parfaire. J'ai toujours dit que les élections, c'est un problème de mentalité. Même des fois, quand on fait des petites élections, ne serait-ce que pour être, chef de classe, on n'arrive pas déjà à les faire, ou à la mutuelle du lycée Léomba, je me rappelle, il y avait des irrégularités. Donc je pense que c'est d'abord un problème de mentalité. Accepter de perdre une élection, c'est-à-dire que quand on met one vote, one man, one vote, comme on dit, simplement on lit et puis c'est tout. Donc on peut faire toutes les procédures pour sécuriser les élections, comme on dit, la collusion de personnes qui ne veulent pas que les résultats s'affichent, ce sera toujours comme ça. Donc je crois qu'au Gabon, on a encore dans nos mentalités à travailler sur ça. Beaucoup de personnes, à l'issue des scrutins, trouvent que votre parti a énormément contribué à cette situation de maintien ou de
continuité de la fraude électorale, quelle lecture vous faites-vous en tant que membre, mais aussi en tant qu'acteur majeur de la politique au niveau de notre pays? Bon, vous savez, il faut savoir que les réseaux sociaux exacerbent aussi ce qu'on voit. Il suffit qu'une petite vidéo de personnes mal intentionnées ou même qui sortent du contexte soit diffusée en boucle et on a l'impression que la fraude est généralisée. Monsieur, vous minimisez le niveau de fraude qu'il y a eu aux élections? Moi, j'étais habitant, mais je puis vous garantir que les votes se sont passés dans le calme et la sérénité. On a vu à un moment donné une vidéo circuler où il y avait quelqu'un qui avait l'impression qu'il remplissait des enveloppes. J'étais à Bitam la semaine dernière, j'ai vu le président de ce bureau que je connais très bien, je lui ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé exactement parce que je ne comprends pas, c'était quand même un peu gros. Il m'a dit non, en fait il n'y avait pas fraude, c'est tout simplement que les bulletins étaient relativement collés entre eux. Donc il avait demandé aux scrutateurs de pouvoir préparer des enveloppes pour que quand les gens viennent voter, à ce moment-là, ils récupèrent le paquetage des bulletins et des enveloppes pour pouvoir les voter tranquillement. Donc ça a été mal perçu, mais voilà quoi. Mais moi, je n'ai pas vu de fraude caractérisée. Et la question des procurations? La question des procurations ne s'est pas posée personnellement à Bitam. Je sais qu'il y en a eu beaucoup. C'est effectivement, moi quand j'étais candidat aux élections législatives à l'époque, on a interdit tout simplement et purement les procurations. Donc si jamais ça pose un problème, ce sont des choses à parfaire plus tard. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'UDB va avoir une écrasante majorité à l'Assemblée nationale et peut-être aussi au Sénat. Pour beaucoup, c'est un retour au parti unique ou encore à l'ordre ancien où il y avait un parti suffisamment majoritaire et qui ne laissait pas de place à l'expression démocratique. Est-ce que vous croyez que l'UDB saura, au-delà de son poids, permettre qu'il y ait une expression véritablement démocratique au sein du Parlement par rapport aux partis qui ne sont pas suffisamment majoritaires, ou est-ce que l'UDB va régner en tant que mastodonte et écraser tout le monde comme beaucoup le prétendent déjà? Bon, moi je pense que quand j'ai été député, mon arrivée en cours de chemin, c'était une élection partielle, a fait que nous avons pu créer un groupe d'opposition à l'époque à l'Assemblée, ce qui veut dire que le PDG régnait en maître absolu. Aujourd'hui, c'est différent. Je crois que l'UDB arrive avec plus de 63%, si je comprends, si j'ai les bons chiffres. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une majorité absolue, mais chacun doit être dans son rôle. Nous sommes mariés, nous avons été mariés tous pour l'élection présidentielle, mais moi, je suis désolé. Aujourd'hui, chacun doit jouer son rôle. Je crois qu'également, j'ai vu des sorties de l'Union nationale. J'ai l'impression qu'il s'inscrit dans une opposition relativement radicale. Hein, parce que quand on dit le changement, c'est maintenant, etc., j'entends beaucoup de slogans qui fait que demain, dans le contexte d'une assemblée, je pense qu'il y aura des groupes parlementaires différents de l'UDB. Et à ce moment-là, je crois que le jeu démocratique risque de se jouer. Il ne faut pas qu'on ait aussi un PDG qui nous colle au basque tous les jours pour dire qu'on est ensemble, on est ensemble. Je crois que est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas lorsqu'on constate que le seul parti avec lequel votre parti a fait des alliances, au-delà de ceux qui soutiennent Biscotter le Lingama, c'est le PDG? On a bien envie de savoir quelles sont les ententes ou les accords qu'il y a entre l'UDB et le Parti démocratique gabonais. En tout cas, en ce qui me concerne, et moi je suis du Nord, ça ne s'est pas passé comme ça chez nous. Donc, parce que ça ne s'est pas passé comme ça au Nord, que ça n'existe pas ailleurs. Les alliances se sont faites, elles peuvent aussi se défaire. Je ne sais pas ce que l'avenir va nous réserver. Nous réserver justement, mais je ne sais pas, je peux pas. C'est vrai qu'effectivement, il y avait des choses relativement étonnantes, mais il faut savoir aussi que le Parti démocratique gabonais reste une force importante. Il faut également savoir que dans le Parti démocratique gabonais, il y a des valeurs, des hommes politiques de grande valeur. J'ai été au Parti démocratique gabonais par une fusion-absorption et j'ai connu ces gens-là. Donc on ne crée pas non plus des hommes politiques. Donc des fois, on est peut-être obligé de faire avec eux. Parce que vous ne savez pas, au départ c'est incertain. Quand on a fait l'UDB, ce n'était pas forcément gagné d'avance. Est-ce que vous pensez que la CNOC a réellement joué son rôle pour assumer un processus qui soit de nature à rassurer? Moi, comme je disais, j'ai vu les observateurs, j'ai vu les organisateurs, c'était dans le calme. Moi, je peux pas dire que ce soit tout... Vous restez juste chez vous, vous ne vous êtes pas préoccupé de ce qui s'est passé ailleurs? Bon, j'ai vu des
des images déplorables, surtout en Toum, où les gens ont cassé les urnes, parce que les scrutateurs... Mais vous savez, on ne va pas créer des populations gabonaises. Hein. C'est chaque fois les mêmes que quand vous êtes dans un bureau de vote, il faut bien qu'on trouve un président, un vice-président, des scrutateurs. Quand vous êtes indépendant, que vous avez plus de 80 bureaux à regarder, comment vous allez trouver vos partisans déjà? Mosley, vous avez été candidat. Est-ce que vous aviez des scrutateurs ou des représentants de vous-même dans tous les bureaux de poste Non, pas de tous. vote, pardon. Je suis un ancien postier. Au moins 80%, oui. Donc, même pas ces bulletins. C'est difficile. Et puis, vous savez qu'en plus... Non, ils ont retiré mes bulletins. Je préfère dire ça comme ça, parce que c'est la réalité. Donc voilà, c'est pas facile. C'est pas facile de trouver le personnel, qui doit être neutre et qui doit. Donc c'est compliqué. Mais organiser une fraude généralisée dans un bureau, moi, je n'ai pas vu. Alors, il y a qu'aujourd'hui, lorsqu'on parcourt un tout petit peu, on se rend bien compte qu'entre le premier tour et aujourd'hui, nous sommes à plus d'un mois. C'est maintenant que la Cour constitutionnelle examine les recours. Est-ce que le timing, selon vous, sied à pouvoir garantir une certaine, on va dire, donner confiance aux électeurs que la Cour constitutionnelle ne pourra lire que le droit en fonction des recours qui lui ont été présentés? Je pense que il faut, vous savez, quand c'est un travail de recours, il faut prendre le temps d'examiner pleinement les recours, parce que je crois qu'on fait des recomptages, on regarde tout dans l'intégralité, donc je pense qu'il faut donner du temps au temps. Maintenant, il y aura une assemblée, une rentrée parlementaire le 4 novembre. Ceux qui sont en recours, les pauvres ne pourront peut-être pas participer au bureau de l'Assemblée. Mais c'est comme ça. Donc, il fallait que ça se passe mieux, c'est tout. Alors, l'actualité qui occupe en ce moment, c'est celle de les coupures des délestages que nous enregistrons dans le Grand Libreville. Je sais qu'on avait déjà fait une émission là-dessus il y a quelques mois ou une année, je pense. Et lors de cette émission, on avait parlé de long en large de la SG, de comment il fallait aujourd'hui essayer de réformer la SG. Mais dernièrement, vous avez fait une proposition en allant dans le sens de pouvoir inviter les autorités à aller dans le sens aussi de penser à la mise en place peut-être des centrales nucléaires au Gabon. Non. C'est une façon de parler. Non, j'ai pas dit ça. C'est ce que j'ai lu. Non, c'est un journaliste qui m'a interviewé pour dire que est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller dans le nucléaire au Gabon? Et j'ai dit non, justement, ce serait vraiment une utopie. Parce que pour faire du nucléaire, déjà en Afrique, je crois qu'il n'y a qu'une seule centrale nucléaire en Afrique du Sud. Et puis les contraintes réglementaires, environnementales. Du moins, le nucléaire civil, il existe. Oui, non, mais le coût de créer, de fabriquer une centrale, c'est des milliards de dollars. Les compétences, après vous avez le coût de l'amortissement du projet, de l'investissement, sans compter les mesures de surveillance, donc le coût de l'électricité d'une centrale atomique chez nous, enfin nucléaire, ce serait exorbitant, et puis en plus la surproduction qu'il y aurait, on fait quoi avec ça? On pourrait la revendre à la sous-région. On en prend déjà à la Guinée équatoriale, donc peut-être qu'au Congo, et puis il faudrait faire des autoroutes de transport d'énergie. Donc non, c'est pas du tout envisageable. Je disais par contre que nous, c'est l'investissement dans l'hydroélectrique, qui est une énergie renouvelable, qui est propre et dont le Gabon regorge de potentialités pour ce type d'énergie. Mais ça prend du temps de faire un barrage. Donc tout ça, c'était un processus qui avait été lancé, qui s'est arrêté, et aujourd'hui, on en paie les pots cassés. Mais Monsieur Yoro, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un processus qui avait été lancé, déjà du temps où vous étiez ministre de l'Énergie, il y avait le projet de Ngouloumendim et tous les autres, Impératrice, à chaque fois on nous parle de relance. Qu'est-ce qui bloque en réalité? C'est l'instabilité, je ne dirais pas politique, mais oui, non, l'instabilité dans ce genre de ministère. Je crois qu'il faut laisser un peu s'installer quelqu'un qui peut amener un projet à terme. Parce que vous savez, dès que vous changez tout le temps de gouvernant, à ce moment-là, ça fait que les investisseurs ils perdent confiance. Moi, je me rappelle, j'ai lancé le projet de FEDE qui avait d'abord été arrêté. Les Chinois sont venus, ils ont monté un bureau à Libreville.
Le jour où on m'a enlevé, je crois que quelques semaines après, ils ont pris leur bagage, ils sont partis, ils ont dit, bon, c'est pas la peine parce que ça ne se ferait pas. Dès qu'un ministre arrive, il revoit le dossier, il se dit que son prédécesseur devait manger à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a, je ne vois pas, il faut que je n'y vois pas clair, je recommence. Donc c'est ce qui est dommage. Alors que l'eau et l'énergie, c'est quelque chose qui est périn, qui doit être pris vraiment de manière minutieuse dans le temps, parce que ce sont des projets longs. Donc il faut qu'effectivement on trouve les personnes idoines pour conduire les projets. Aujourd'hui, les Gabonais craignent un tout petit peu à l'heure où il y a ces délestages avec la taxe de 9% qui va être implémentée, du moins qui va être implémentée à partir de janvier. Est-ce que pour vous, vous ne craignez pas qu'il y ait quand même des remous sur le plan social? Et surtout que le gouvernement entend, dans la même période, lever les subventions sur les hydrocarbures. À mon temps, moi, j'avais bloqué les augmentations trimestrielles des prix de la SEG. J'avais été aussi particulièrement contre la taxe sur les ordures ménagères de 7%. Je pense que ce qui est un peu du luxe aujourd'hui chez nous, il faut le dire, c'est la téléphonie. Vous partagez un compteur à 4 ou 5 familles dans les quartiers sous-intégrés. Ce qui veut dire que l'impact de l'augmentation des prix de la SEG va pas forcément arriver à booster les recettes de l'État plus que ce ne serait sur une conversation téléphonique. Si vous mettez demain 4 ou 5 francs sur un appel, surtout que les gens en plus appellent beaucoup avec WhatsApp malgré tout, mais je pense que l'impact, tout le monde a son téléphone. Dans une maison, si vous êtes 5, vous avez 5 téléphones. Donc ça touche plus de monde. Et je crois que ce serait peut-être la voie. Je crois que ça reste aussi un peu de luxe, il faut dire, le téléphone par rapport à l'électricité qui est vitale. Donc je crois qu'il faudrait peut-être revoir la copie sur ce côté-là. Parce que c'est vrai, ça va monter drastiquement. Oui, 7% sur 7%. La taxe des produits ménagers. Ensuite, il y a 9% sur la consommation d'électricité, soutien à l'investissement dans le secteur. Ça fait à peu près 7 plus 9, on est autour de, on va dire quoi, 18% concernant quelqu'un qui va consommer 2000 francs d'unité minimum, parce que c'est le montant minimum. Il aura quoi, 10 unités sur 19 ou 14 aujourd'hui. Donc, à un moment donné, est-ce que le Parlement pourrait revenir sur la question? Mais normalement, le travail d'un Parlement, c'est effectivement tout ce qui est législatif, c'est également de pouvoir contrôler l'action du gouvernement à l'époque quand il y avait un Premier ministre, mais c'est également de discuter et de débattre comme ça se fait en Europe actuellement. Mais ça ne se fait pas trop ici. Mais ici, dès qu'une loi arrive, boum, c'est adopté. Ça s'applique. Il n'y a même pas de discussion, il n'y a personne qui porte la parole du peuple. Mais c'est pour ça qu'on espère que la prochaine... Vous espérez, vous serez sénateur. Comment vous êtes dans l'espoir? Bon, vous savez, moi, quand c'est vrai que j'avais la liberté de parole puisque j'étais à l'Union nationale et j'étais quasiment le seul à l'opposition. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Quand vous avez un groupe parlementaire, effectivement, d'un parti de gouvernement, c'est vrai que vous mettez peut-être un peu la pédale douce, mais il n'en demeure pas moins que vous avez des questions à poser et vous arrivez toujours à faire des amendements qui passent. Parce qu'il y a du bon sens aussi. Il n'y a pas forcément... on peut se tromper. Au gouvernement, on ne connaît pas tout. Donc, je crois qu'il y a des gens qui ont des bonnes idées. Et à ce moment-là, c'est pour le pays. Il faut que les choses avancent pour nous tous et que donc les meilleurs amendements doivent être pris en compte. Je crois que c'est ça. Est-ce que est-ce que cette augmentation peut avoir une influence sur la fin des délestages ou encore la dégradation du service? Moi, ce qui me concerne, financer l'énergie, pour moi, ça passe par des partenariats publics-privés. Ce qui veut dire que l'État n'a pas forcément besoin de sortir beaucoup d'argent. Ce qui est important, c'est de libéraliser le système. L'État doit récupérer le transport d'énergie, comme ça se fait partout. Et ces autoroutes énergétiques, les producteurs d'énergie viennent mettre leur énergie à l'intérieur. Et à ce moment-là, c'est là où il y a de la concurrence. Moi, quand j'étais PCA de la Société de patrimoine, je disais au DG, et on n'a pas eu le temps de le faire, c'est dommage, d'acheter nos propres compteurs. Parce qu'on produit, et puis on pouvait dire aux Gabonais, nous, au lieu de vendre à 80 francs le kilowattheure, on peut le faire à 70. Beaucoup de Gabonais seraient venus à la Société de patrimoine. Donc c'est ça, la concurrence. Vous savez, j'étais l'autre jour à OIM, j'ai pris l'avion, on m'a débarqué parce que je devais avoir une autorisation parentale pour faire voyager ma fille.
Je leur ai dit, c'est la dernière de Libreville à Ouihem. Oui, même si je l'amène à Boston sans autorisation parentale, il fallait que j'ai une autorisation pour faire voyager mon enfant sur le territoire national. J'ai dit, c'est la dernière fois que je prends votre avion. Heureusement, je vois qu'il y a Africa United, ce qui veut dire que la concurrence, elle est bonne. Si on n'est pas content d'un service, on va voir chez quelqu'un d'autre. Et c'est pareil dans l'énergie. Je crois qu'il faut recentrer les débats. L'investissement, c'est dans l'hydroélectrique. Il faut prendre des investisseurs en partenariat public-privé. Et puis, vous verrez que les prix baisseront d'eux-mêmes. Mais la SEG ne peut plus assumer seule la distribution, la commercialisation de notre électricité parce que c'est vraiment compliqué pour eux. Futurs membres du Parlement, notamment au Sénat, anciens ministres de la République, donc hommes politiques, parents d'élèves, quel est votre point de vue sur la situation qui est, on va dire, difficile aujourd'hui pour un bon nombre de parents, constater les violences en milieu scolaire? Et on voit qu'il y a même aujourd'hui des coups prémédités pour embastiller d'aucuns parmi les camarades. Pour vous, quelle serait la meilleure solution pour enrayer cette violence en milieu scolaire? Les choses ont bien changé. Je crois que les réseaux sociaux sont venus booster ce genre de comportement. À notre époque, moi-même, j'étais, beaucoup qui m'entendent là, j'étais un bagarreur un peu, on ne va dire ça au lycée Léon-Bas. Mais comme on dit, c'était une castagne une fois et puis ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, c'est amplifié par les réseaux sociaux. C'est d'une brutalité inouïe. On sort des couteaux. Il y a du harcèlement sur les réseaux sociaux. J'ai vu ma fille, ma petite fille là, qui est dans une école conventionnelle, on lui mange son goûter tout le temps. Donc c'est pareil, c'est du harcèlement, ça commence. Donc je crois qu'effectivement, il faut être très vigilant. Et alors, est-ce qu'il faut, ces jeunes qui ont malgré tout un avenir, les embastiller comme ça directement à la prison centrale? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la réflexion, il faut faire un peu comme ça se fait aux États-Unis. Vous faites des camps pour adolescents là, de redressement. Où vous mettez les gamins à l'intérieur et puis vous les recadrez comme il faut. Donc, travaux d'intérêt généraux, on se lève tôt, on fait du sport, on continue les études et on reste enfermé jusqu'à ce qu'on puisse sentir il y a des changements. Il y a du changement. Je crois que c'est un peu sur ça, parce que mélanger tous ces jeunes aussi dans ces prisons-là, je ne sais pas si ça arrange forcément les choses pour eux. Est-ce qu'aujourd'hui, la consommation des produits illicites n'est pas aussi quelque chose qui amplifie ce comportement? Bien sûr, tout ce qui est tramadol, cobolo, chanvre et compagnie ne font pas que du bien à notre jeunesse. Ça, c'est clair et c'est dans tous les pays pareil. Alors maintenant, la lutte contre tous ces fléaux-là, ça commence aussi à l'école, ça commence aussi par l'éducation des parents. Et puis, bon, le monde va ainsi. Donc, je crois que le premier rempart, c'est l'éducation des parents. Mais beaucoup de nos familles sont aussi disloquées. On a des enfants dehors, les familles à droite, monoparentales. Monoparentales. Les familles recomposées, c'est chaud. Hein. Exactement, c'est ça. Non. Merci. Merci, M. Yogo, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Merci à Mosley. On vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. On se retrouve lundi en novembre lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.